Bonjour, bienvenue sur Innovecteur, le podcast qui partage toutes les pratiques du management de l'innovation. L'objectif d'Innovecteur est de diffuser tous les meilleurs conseils sur les thèmes de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat par le biais de nombreux articles et interviews. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous via le site innovecteur.com. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous appréciez ce podcast, merci de le partager autour de vous. Très bonne écoute. Bonjour, alors aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Claudio Parinello. Claudio est un entrepreneur en série, puisqu'il a créé 2 cabinets de consulting en technologie. Alors c'est Synthesis et Innovatix. Et puis il a également créé 3 entreprises, également dans le domaine des hautes technologies, donc avec Terabi, qui produit des capteurs de distance, notamment issus du CERN, avec Unico, qui était une société basée sur la blockchain, et puis PlanetWatch, sa société actuelle, qui travaille donc à la mise en place d'un réseau de capteurs qui mesure la qualité de l'air. Alors Claudio est à l'origine un physicien, un chercheur, et il a également contribué à développer les activités de transfert de technologie du CERN pendant plusieurs années. Et donc Claudio est tout à fait légitime pour nous parler d'innovation, de technologie, et puis plus précisément d'un concept, la notion d'apprentissage et d'innovation en série, puisque l'on va voir que ces 2 séquences s'enchaînent dans la création et le lancement de projets innovants. Alors Claudio, bonjour. Bonjour Frédéric, merci pour l'invitation. Alors Claudio, je t'ai déjà présenté, puis finalement moi j'ai envie de te définir comme un serial learner. Toi tu te présentes comme un serial entrepreneur, et donc moi je vois plutôt un apprenant en série, parce que finalement ce qui explique le mieux tout ton parcours professionnel, j'ai l'impression que c'est l'acquisition permanente de connaissances. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, Frédéric, merci pour cette introduction flatteuse. Disons que j'ai fait des choses qui, à première vue, sont très différentes dans ma vie. Et le fil rouge, à mon avis, c'est quelque part une passion pour l'innovation. Toujours avoir un petit peu envie de chercher, de faire les choses d'une façon nouvelle. Et voilà, alors c'est une passion qui a des dangers, on va dire, parce que parfois on cherche le chemin plus long pour faire un chemin court. Mais c'est sûr qu'en faisant et surtout en se trompant, on peut apprendre beaucoup. Et à la longue, disons, les apprentissages sont toujours une source de force, quelque part, dans un parcours professionnel. Bon, merci Claudio pour ta présentation. Alors, tu as parlé d'innovation, de technologie. C'est quoi, toi, ta vision de l'innovation, des technologies ? À quoi ça sert l'innovation ? Est-ce que ça contribue à changer le monde, à rendre le monde meilleur ? Ou bien, comment tu te positionnes, toi, par rapport à l'innovation et à la technologie en général ? Oui, alors je dirais, c'est toujours positif. L'innovation, pour moi, c'est l'acquisition de nouveaux savoirs. Et là, on va dire, si on parle technologie, la mise en pratique, dans la pratique de l'acquisition de nouveaux savoirs. Alors, les savoirs sont toujours utiles pour l'humanité. Il y a pas des bons technos, des bons savoirs et des mauvais savoirs. Par contre, les technologies peuvent être utilisées de façon utile à l'humanité ou plutôt le contraire. Donc, voilà, les exemples sont infinis. Les savoirs qu'on a aujourd'hui sur la structure de l'atome, sur la physique subnucléaire, c'est des savoirs qui nous permettent d'élargir nos horizons, de faire des choses qui peuvent être utiles à l'humanité ou de produire des armes. Donc, mais ça, c'est pas la faute aux technologies, c'est encore moins la faute au savoir. Donc, les savoirs sont toujours un enrichissement de l'humanité. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça dépend de beaucoup de choses. Et il faut faire. Et c'est là que les contraintes éthiques et juridiques trouvent leur place. Toi-même, Claudio, dans tes entreprises alors précédentes ou dans l'entreprise actuelle, PlanetWatch, est-ce que justement cette notion d'éthique est déjà intervenue ? Est-ce qu'il y a par exemple certains choix qui ont été guidés par des critères d'éthique ? Est-ce que par exemple vous êtes interdit de développer certains produits ou bien de les développer différemment ?
Est-ce que tu as un exemple sur ça? Bon, disons que alors, les technologies qu'on mobilise en ce moment pour mon projet actuel, Planet Watch, dont on va peut-être parler un petit peu, c'est des, pardon, c'est des technologies qui sont très innovantes, très disruptives, comme on dit en anglais. Alors, je ne saurais pas comment traduire cela en français. Donc, c'est des technologies qui font des sauts. C'est pas des technologies qui changent en continu le monde. Alors, on a la peculiarité qu'il change, bon, évidemment, le contexte technique, mais il crée aussi un nouvel écosystème financier. Donc, il change la façon de gérer des ressources, y compris financières. Donc là, c'est vrai qu'il y a des aspects éthiques, aussi bien que réglementaires, qu'il faut garder dans l'esprit parce que quand on utilise des technologies qui peuvent changer la façon que nous gérons des ressources financières, il faut bien évidemment très faire attention à ne pas tomber dans certains pièges, de garder toujours le cap éthique avant que réglementaire. Donc, il y a une réflexion là-dessus en ce moment. D'accord. Et ça, c'est typiquement des réflexions que vous avez au niveau du conseil d'administration, que vous avez entre actionnaires de la société, entre fondateurs. Alors déjà, il y a un contexte réglementaire. Il y a un défi déjà au niveau de la législation parce que parfois les technologies vont plus vite que la loi. Et ça, quelque part, c'est une preuve que les technologies sont disruptives, sont intéressantes parce que s'ils vont plus vite que la loi, ça veut dire qu'ils sont en train vraiment de changer les fondements de la société quelque part. Donc, cela est le cas avec le monde de la blockchain typiquement. Donc, la première réflexion, bien évidemment, c'est en interne avec mes associés pour savoir qu'on est encore on a fait pas mal de choses, mais on a une très petite entreprise avec 2 dirigeants et une équipe d'une quinzaine de personnes. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment un conseil d'administration. On a une SAS au lieu d'être une SA. Mais toutefois, on a une équipe qui réfléchit là-dessus. Et c'est à moi, en tant que président, de garder les caps, d'arbitrer un petit peu entre les opportunités et les contraintes de la législation. Et on a des relations très intéressantes aussi avec nos partenaires, comme les cabinets d'expertise comptable qui nous suivent et les avocats qui nous aident. Et je dirais que c'est très enrichissant pour tout le monde parce que tout le monde apprend quelque chose dans ces contextes. D'accord, ok. Bah écoute, merci pour cette introduction sur finalement ta vision de l'innovation, des technologies et puis le lien du coup avec l'éthique, surtout lorsqu'on est sur des projets en rupture. Je crois que c'est ça la traduction que l'on peut proposer pour la disruption en anglais. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu de l'innovation en particulier et de la notion de succès. C'est quoi le succès de l'innovation ? Parce que malgré tout, quand on est dans l'innovation, et si on est réellement dans l'innovation, souvent ce type de projet se casse la figure, hein, ça se solde par un échec, parce que soit on n'arrive pas à concevoir et à fabriquer le produit, soit bien plus souvent le produit ne trouve pas son marché, et donc du coup le succès commercial n'est pas toujours au rendez-vous. Toi, quelle est ta définition du succès d'un projet innovant ? Alors là, c'est une très bonne question. Il faut faire un petit peu faire la part des choses parce que innovation, c'est un concept très très large. Il y a de l'innovation dans le social, directement dans la façon qu'on gère les relations entre les personnes. Il y a de l'innovation au niveau des procédés industriels ou autres. Il y a de l'innovation dure dans les technologies qui vient directement de l'acquisition de nouveaux savoirs au niveau, par exemple, de la physique. Et alors, ma vision de l'innovation utile, c'est l'innovation qui permet d'améliorer le monde. Alors, ça se passe pas tout de suite dans la plupart des cas. Et c'est là, d'ailleurs, qu'il y a souvent une polémique, un manque de compréhension entre le monde de la recherche et le monde et la société, parce que, bon, il y a beaucoup d'anecdotes. Il y a une anecdote qui nous rappelle que les physiciens britanniques Faraday, quelques siècles en arrière, faisaient une démonstration d'électricité à un ministre britannique. Et la question fut, mais ça, à quoi ça sert? Et la réponse était,
J'en sais rien, mais je sais pertinemment que d'ici quelques années, un de vos collègues il mettra un impôt dessus. Et ça, c'est l'innovation, c'est-à-dire l'innovation, c'est l'acquisition de savoir, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Et après, il faut du temps en général pour que l'innovation se traduise dans quelque chose de visible dans la société et quelque chose de positif en général. Donc, l'innovation, finalement, c'est l'acquisition soit de nouveaux savoirs, soit d'une nouvelle façon de voir les choses. Et après, il faut que ça se sédimente, ça mûrisse avant de donner des conséquences tangibles et visibles à tout le monde. Alors, et si on prend tes 5 projets entrepreneuriaux précédents, pour toi, lesquels sont réussis ou ont été une réussite? Et alors, si je reprends ta définition, ont permis d'acquérir des nouvelles connaissances, des nouveaux savoirs, ou plus généralement, comme tu le proposes, ont permis en fait d'éclairer d'une nouvelle façon le monde? Alors là, il y a une façon égoïste de voir la chose et une façon sociale. Côté personnel, j'ai appris de tout ce que j'ai fait. Et comme les Américains disent, on a appris souvent beaucoup plus de ses échecs et de ses réussites. Et c'est vrai, je pense que c'est le cas pour tout le monde. On apprend à tous les niveaux. Il y a quelques dizaines d'années, j'ai appris comment gérer les relations avec l'URSSAF, n'est-ce pas, c'est pas de la technologie, mais c'est quand même un défi parfois. Donc, on apprend toujours quelque chose, surtout quand on se casse la figure. Alors, si on parle de mes entreprises, comme tu les as appelées, bon, je dirais que il y a quelques dizaines d'années, je faisais du conseil et ça, c'était très enrichissant pour moi parce que je sortais tout juste du monde académique. Donc, pour moi, aller chez les entreprises et me mettre dans les situations d'entreprise, essayer d'améliorer les processus, c'était comme débarquer sur la Lune. Donc, j'ai beaucoup appris en peu de temps et bon, il y a eu quelques succès, quelques projets intéressants. Au niveau de la gestion de la société, je n'étais pas brillant, mais encore une fois, ça fait partie de l'apprentissage. En parlant de techno, disons l'entreprise que j'ai cofondée en 2012 avec Max Ruffo, Terabi, qui est aussi notre entreprise de Innogex. C'était la première expérience startup high-tech, on va dire. Et là, je pense que c'était très intéressant parce que j'ai pu contribuer certains éléments au projet. Et, mon associé, il a apporté d'autres choses, notamment la vision. Donc, j'ai commencé à prendre un concept qui est très important et que j'ai appris un petit peu sur le tard, malheureusement, qu'il faut toujours essayer de faire ce qu'on sait faire mieux et d'être capable de reconnaître les choses où on n'est pas bon et se faire épauler et essayer d'apprendre et bâtir une équipe. Sans équipe, en général, on va nulle part d'un point de vue entreprise. Donc finalement, enfin si j'entends, hein, ça a été en tout cas jusque-là, tu n'as jamais parlé de succès commercial, de notion de chiffre d'affaires, et tu insistes beaucoup plus sur voilà la notion de développement de connaissances, de travail en équipe, d'intelligence collective en fait. Oui. Alors, succès commercial, bon, le succès commercial, une chose, c'est ce qui est plus difficile, c'est pas de faire du chiffre d'affaires, mais de créer de la valeur dans la durée. Alors, toutes les entreprises, à peu près, auxquelles j'ai participé, ont eu des moments de succès commercial, on va dire, et parfois, dans la durée, on n'a pas été capable de rester au niveau. Notamment dans le temps avec mes entreprises de consulting. Et alors là, avec Planet Watch, je crois qu'on est très bien parti parce que d'une part, on est sur un créneau que je pense est très important, c'est l'environnement et la santé publique. D'autre part, en ce qui me concerne, j'ai pas mal appris de mes erreurs passées, donc je pense qu'on a démarré de la bonne façon avec les bonnes personnes. Donc, en ce moment, on voit quelque part un début de succès commercial par rapport aux indicateurs classiques. On a des ventes, on a un chiffre d'affaires qui monte, on a une communauté, on a des expressions d'intérêt, etc., etc. Mais les succès commerciaux, il faut faire attention. Alors, je ne vais pas faire des citations un petit peu banales, mais il y a un gars qui s'appelle Steve Jobs qui a eu un peu de succès, qui à un moment donné a suggéré aux jeunes entrepreneurs de rester
alerte et de rester affamé quelque part. Donc, quand on lève beaucoup de fonds et quand on voit le compte en banque qui gonfle, on peut être un petit peu, on peut perdre du focus, on peut se relaxer un petit peu trop. Donc, encore une fois, le conseil, c'est de garder toujours le cap comme si on était au démarrage. Donc, garder l'œil, voilà. Garder l'œil à ce qu'on fait, au flux des trésoreries et surtout à la cohérence de ce qu'on fait par rapport à un but. Tu as parlé et tu as commencé à évoquer donc, ta dernière entreprise, PlanetWatch. En 2 mots, tu peux nous pitcher en fait le projet de l'entreprise? Oui, avec plaisir. Alors, d'abord, les contextes. Le contexte dans lequel on opère, c'est le contexte d'une planète le contexte de notre nouveau compréhension du fait que notre planète est fragile, notre santé même est fragile. Je pense que la pandémie, c'était un rappel aux ordres très violent que tout le monde a subi dans ces derniers mois. Donc, le contexte, c'est que notre écosystème est fragile et si on fait des bêtises, il y a des conséquences très directes sur notre vie. Alors, nous, on s'attaque notamment au problème de la surveillance de la qualité de l'air, qui est un grand enjeu de santé publique. Peut-être tout le monde ne sait pas qu'il y a 7 millions de décès prématurés par année liés à une mauvaise qualité de l'air. Ça, c'est des données de l'OMS. Et que 93% des enfants sur cette planète respirent un air trop pollué par rapport aux standards internationaux. Donc, c'est quelque chose de très important. Ça l'était même avant la pandémie, mais désormais, depuis le début de la pandémie, on a davantage de raisons pour s'occuper de la qualité de l'air, parce que des travaux scientifiques ont identifié deux phénomènes très importants. D'une part, une corrélation entre l'exposition à long terme à l'air pollué et la mortalité Covid. C'est-à-dire, si vous habitez en secteur où l'air est toujours mauvais, si vous attrapez le Covid, vous avez une probabilité de mortalité malheureusement plus élevée que si vous viviez dans un endroit avec un air sain. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est les risques d'infection par rapport à l'aérosol. L'aérosol, ça veut dire de très petites particules ou gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Alors, notamment dans un milieu fermé et avec beaucoup d'affluence, ces gouttelettes très petites peuvent rester dans l'air, flotter pendant des heures, et ces gouttelettes peuvent transporter de la matière virale. Donc, l'air peut être un vecteur de contagion et d'infection. Il n'y a pas que le Covid. Hein. Tous ceux qui ont travaillé dans un bureau en open space savent que si quelqu'un attrape la grippe, ses collègues autour de lui, ils vont attraper la grippe aussi. Et ça se fait par le biais de l'aérosol. Donc, avec une infection très mortelle comme le Covid, il est impératif d'éviter une mauvaise gestion de la qualité de l'air, notamment en milieu fermé. Alors, toutes ces questions autour de la qualité de l'air, il faut les surveiller. Alors, au niveau de la surveillance, il y a aujourd'hui des faiblesses, et c'est là-dessus que PlanetWatch entre en ligne de mire. Alors, il faut distinguer l'air libre et l'air en milieu fermé. Au niveau de l'air libre, le problème est très simple à dire. Il n'y a pas suffisamment de capteurs dans les villes, dans le monde. Parce que la qualité de l'air, c'est un phénomène avec des fluctuations locales très importantes. Si on pense à une grande ville, Paris ou autre, vous pouvez avoir des situations où l'air dans un endroit ouvert est de bonne qualité, mais à 300 mètres dans une petite ruelle, peut-être avec des bâtiments très hauts sur chaque côté et avec beaucoup de trafic véhiculaire, l'air peut être très, très mauvais, il peut y avoir des pics de pollution. Et ces pics de pollution ne sont pas identifiables, sauf si vous avez des capteurs très, très proches du pic. Parce que, voilà, si vous avez un super capteur à 1 kilomètre et un pic de pollution très localisé, vous ne le voyez pas. Si vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas prendre des mesures pour protéger les personnes. Donc, bref, si on veut avoir si on veut faire une analyse plus fine et mieux protéger la santé des gens par rapport au risque d'une mauvaise qualité de l'air, il faut avoir des réseaux de capteurs très denses, notamment dans les villes et dans les agglomérations très peuplées. Pour faire des réseaux très denses de capteurs,
a priori, il faut mettre beaucoup d'argent et beaucoup de ressources sur la table. On va dire que nous avons un procédé innovant pour créer des réseaux de capteurs denses dans des délais très rapides et avec de faibles coûts en engageant dans les projets les riverains. Donc, nous, on a un dispositif d'encouragement, disons, d'engagement des riverains pour qu'ils participent à l'effort de la surveillance de la qualité de l'air dans leur secteur. On leur demande de nous aider à déployer des capteurs, de gérer les capteurs, et on donne des petites récompenses pour cela. Donc, de cette façon-là, on arrive à déployer des réseaux un petit peu sur demande. Si on veut mettre des slogans, on va dire qu'on peut faire du Smart City as a Service. C'est-à-dire, on peut, dans des courts délais, équiper une ville avec un réseau de capteurs qui donnent des données à haute résolution et presque en temps réel qui peut être utilisé pour mieux gérer la ville. Alors, ça, c'est au niveau de l'air extérieur. Au niveau de l'air intérieur, le problème, c'est encore plus simple à dire. Il n'y a pas vraiment une culture de la surveillance de la qualité de l'air en milieu fermé. Ça se fait pas, c'est beaucoup moins, voire pas réglementé par rapport à la qualité de l'air libre. Sur la qualité de l'air libre, il y a des directives européennes, il y a beaucoup de publications, d'études, il y a beaucoup d'entreprises. En milieu fermé, pas vraiment. Et là aussi, on met en place des technologies innovantes, déjà au niveau de la sanification de l'air, donc de la réduction des risques, y compris des risques d'infection virale, de la surveillance en temps réel et de la mise en conformité avec des nouveaux standards sur la qualité de l'air intérieur qui viennent de Chine notamment et qui font partie d'une suite de standards pour évaluer la salubrité des bâtiments. Bref, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup parce que les experts nous disent que la qualité de l'air à l'intérieur, ça peut être, normalement, c'est beaucoup pire que la qualité de l'air à l'extérieur et pourtant, on en parle beaucoup moins. Voilà, j'ai essayé de synthétiser un petit peu ce qu'on fait. Pour illustrer encore un petit peu mieux finalement ce que fait Planet Watch, est-ce que tu peux nous donner, un exemple d'une ville ou bien d'un secteur qui aurait déjà installé un réseau de capteurs, et puis peut-être également un autre exemple là qui mesurerait la qualité de l'air mais en milieu fermé en fait, juste pour illustrer. Alors et essaye de nous donner un petit peu les premiers résultats. Alors d'un point de vue technique, d'un point de vue technologique, mais aussi sur les effets en fait de l'introduction de ces technologies, les effets sur les citoyens, puisque tu dis qu'il y a engagement et implication des citoyens, et puis également des autorités à la vue des résultats. Oui. Alors, tout d'abord, il faut expliquer, nous sommes dans un contexte très, très spécial. Donc, nous sommes une entreprise française, nous sommes une SAS implantée dans le Pays de Gex. Et pourtant, suite à la pandémie, il y a deux choses qui se passent. Alors, d'une part, il y a quelque chose qui n'est pas une conséquence de la pandémie, c'est un mode de travail. Alors, nous sommes quelque part en smart working permanent, tout simplement parce que l'équipe est très éparpillée dans le monde. Mais ça, c'est pas un problème, c'est presque un choix. Parce que de cette façon-là, on a accès à beaucoup de savoir, beaucoup de communautés. Donc, alors, je vais faire peur à quelques chefs d'entreprise un petit peu traditionnels. J'ai embauché plusieurs personnes sans jamais les avoir rencontrées, même en CDI. Et ça va très bien. J'ai aussi levé des fonds sur Zoom. Et on parle de levée de fonds relativement importante. Donc, tout ça aurait été peut-être inconcevable il y a quelques années. Et encore une fois, ça s'est très bien passé. Mais pour venir aux résultats concrets aux villes, alors, pour cause des pandémies, on n'a pas encore pu faire de déploiement en France. On a déployé en Italie parce que je me suis retrouvé en confinement en Italie avec une bonne partie de l'équipe. Alors, on a notamment déployé des capteurs dans une ville de l'Italie du Sud qui s'appelle Tarente, qui est une ville pas très connue, pas très importante au niveau de la population, mais très connue en Italie et très médiatisée parce que c'est peut-être la ville où il y a les problèmes de pollution plus graves en Italie, pour cause de certains établissements industriels à côté. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que on a pu vérifier notre méthode de la façon suivante. On était en période de confinement, donc une approche un petit peu traditionnelle à la Smart City qui aurait demandé de rentrer en relation avec des entreprises locales qui nous aident à installer des capteurs, peut-être dans les milieux urbains, disons sur
quelque part sur des piliers, sur des pylônes. Notre approche était, mais tout cela aurait été impossible en période de confinement, pour des raisons évidentes. Par contre, nous, en travaillant avec les riverains, on a créé un lien avec une association locale des riverains, des gens concernés pour leur santé, la santé de leurs enfants, avec des familles finalement. Et on a envoyé un petit colis à chaque famille qui voulait participer. On a déployé des dizaines de capteurs très rapidement en période de confinement, des capteurs qui marchent, qui envoient des données en temps réel, qui sont sur notre carte du monde. Donc, on a vérifié la bonté de notre concept d'un point de vue strictement technique. Évidemment, on a testé, on a validé les données, ça marche. Mais d'un point de vue d'approche au marché et collaboration et mode de déploiement, ce qui était peut-être les plus délicats, on a vérifié qu'avec la collaboration des gens, avec l'engagement des résidents, des riverains, on peut tout faire très rapidement de façon très efficace. Donc voilà, pour faire court, on a quelques villes en Italie où il y a globalement plus d'une centaine de capteurs qui nous envoient des données sans avoir dû mobiliser les entreprises. Alors, côté milieu fermé, j'ai un exemple par contre différent, un petit peu plus B2B classique. On a équipé un hôtel à Turin avec un système intégré des suivis de qualité de l'air. Donc, on a vérifié que suite à l'installation de certaines technologies de purification de l'air, la qualité de l'air dans cet hôtel est très, très bonne. On va les aider à obtenir une certification internationale là-dessus. Ils vont être le deuxième hôtel au monde avec cette type de certification. Et pour le milieu hôtelier notamment, cela donne un vrai avantage compétitif partant des pandémies. Bon, on pourra dire on est l'hôtel le plus sûr, le plus propre d'Italie, etc., etc. Et on a énormément de demandes dans ce type d'application-là. D'ailleurs, les applications sont très vastes parce que les problèmes de la densité des personnes dans un milieu fermé, des risques partout. Bon, ça, on peut parler bureaux, on peut parler maisons de retraite, hôpitaux, on peut parler gares, transport public, restaurants, bref, un petit peu partout, et notamment où il y a des populations fragiles, comme dans les milieux sanitaires, bien évidemment. D'accord. Bah, écoute, moi j'avais une question à te... Je vais te poser une question sur l'impact de PlanetWatch. Donc évidemment, j'imagine un impact positif sur l'environnement, sur le social, sur le sociétal. J'ai l'impression qu'avec les deux exemples que tu viens de nous donner, tu as déjà répondu à la question en fait, en termes d'un côté engagement des citoyens et puis également sur une prise de conscience des industriels, des opérateurs qui peuvent avoir des installations, de les sensibiliser justement à la qualité de l'air en milieu fermé. Alors, il y a ce qu'on essaye de créer, alors je parle un petit peu par slogan, c'est une green data economy. Parce qu'en fait, notre cœur de métier, finalement, c'est la récolte et l'analyse des données. Parce que c'est avec des données avec des données à haute résolution, on va dire qu'on peut... Bon, ça, c'est un concept très général, bien évidemment. S'il y a un phénomène préoccupant, s'il y a des choses qui ne vont pas, la première chose dans une démarche scientifique, c'est pouvoir mesurer, pouvoir comprendre ce qui se passe dans un niveau numérique et analyser les données. Donc, il y a le manque auquel on fait face, c'est un manque de données de qualité par rapport à l'environnement. Donc, voilà, c'est là qu'on met l'accent, c'est là qu'on se mobilise, c'est là qu'on a trouvé une façon en même temps d'obtenir beaucoup de données et de sensibiliser les gens à l'importance de ce qu'on fait, qui est pour leur santé finalement. Et on essaie aussi de créer un cercle vertueux social parce que, disons, les gens qui collaborent avec nous ont des petites récompenses qui peuvent être utilisées pour obtenir des produits qui les aident dans leur maison, comme des purificateurs d'air domestiques. Donc, on essaie de bâtir, voilà, pour faire simple, ce qu'on appelle une économie circulaire, comme quoi c'est les riverains qui font la smart city où ils vivent, si tu vois ce que je veux dire. Il y a des récompenses. Ces récompenses peuvent être utilisées pour acheter des carbon credits. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ce système de carbon credits dont on parle beaucoup, c'est un système finalement pour réduire l'empreinte carbone de son entreprise ou de son activité en donnant du soutien à des projets qui font du bien à l'environnement. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Et ça intéresse les particuliers, mais encore plus les entreprises. Avec nous, les entreprises peuvent d'une part
mieux gérer certains risques, d'autre part, améliorer leur image par rapport à l'empreinte carbone de leur entreprise. Donc voilà, tout le monde y gagne en principe. Merci, ça c'est effectivement très clair. Gardons Planet Watch en ligne de mire. Si j'ai bien compris, les technologies que tu utilises chez Planet Watch, en fait, c'est des technologies que tu avais alors soit développées, soit en tout cas abordées avec tes projets précédents. Alors, je pense notamment à la blockchain, que tu avais travaillé avec l'entreprise précédente qui s'appelle Unico. Toute la technologie ou tout le savoir, l'utilisation des capteurs, c'est quelque chose aussi que tu avais abordé avec l'entreprise précédente, avec Terabi. Et donc la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'il y a chez Planet Watch d'autres avancées technologiques ou d'autres types de connaissances qui proviennent de tes projets précédents? Oui. Donc alors, commençons pour dire que le socle technologique de Planet Watch est basé sur 3 briques, on va dire. C'est la brique IoT, Internet des objets, la brique blockchain et la brique big data, je veux dire en général. Donc acquisition et traitement des grandes masses de données. Alors, côté Internet des objets, bien évidemment, oui, il y a une proximité avec les technologies utilisées par Terabi. C'est pas du tout la même techno, mais disons, c'est un petit peu la même approche. Donc, des petits objets, des petits capteurs qui communiquent de façon autonome avec Internet, envoient des données à une plateforme où ils sont analysés. Côté acquisition et traitement des données, c'est là qu'il y a notamment un transfert de technologie depuis les CERN, parce que j'ai oublié de le dire, mais je suis très fier du fait que notre entreprise, c'est la seule entreprise dans l'écosystème blockchain qui a une spin-off du CERN, qui est labellisée en tant que spin-off du CERN. Spin-off du CERN, ça veut dire une nouvelle entreprise qui utilise de façon substantielle une technologie issue du CERN pour son développement. Donc, voilà. Alors, la blockchain, je ne vais pas trop m'étaler, mais disons qu'on utilise la blockchain dans notre contexte de deux façons. La blockchain peut donner un registre immuable des données à preuve de contrefaçon. Et sur ces registres-là, nous, on va écrire des données de qualité de l'air, notamment d'air libre. Et ça va créer un registre immuable qui est un petit cadeau. Là, je vais faire un peu fort, un petit cadeau à l'humanité, c'est-à-dire c'est des données très capillaires de qualité de l'air auxquelles les chercheurs auront accès et qui vont donner une référence avec aussi d'autres sources, bien évidemment, des données de comment était l'air en 2020, 2021, etc., etc. Et cela n'est pas géré par un gouvernement, n'est pas géré vraiment par une entreprise. Il y a une vie autonome, ce registre, donc les gens peuvent avoir confiance, je dirais. Au niveau de la techno blockchain qu'on a choisie, je veux dire juste que la blockchain qu'on utilise s'appelle Algorand. Ça a été créé par une entreprise aux États-Unis, mais surtout ça a été créé par un chercheur, une sommité dans le monde de la cryptographie, un professeur de l'MIT de Boston, italien d'ailleurs, j'ose dire. Mais voilà, c'est une blockchain de 3e génération, je l'appelle, très performante et également très verte. Parce qu'une critique qu'on fait tout souvent à la blockchain, c'est que c'est très gourmand en énergie. Alors ça, c'était vrai pour certains blockchains, notamment Bitcoin, celle dont les gens ont plus entendu parler, parce que les processus de sécurisation des données demandaient de faire beaucoup de calculs, donc d'utiliser beaucoup d'énergie. Ce n'est plus vrai pour les blockchains du genre Algorand, où la consommation électrique est très, très faible par rapport à Bitcoin. Donc, cela est cohérent, bien évidemment, avec notre démarche environnementale. La technologie de notre socle, évidemment, sur ce socle, on bâtit des technologies bien à nous. On est en train de préparer un prototype de capteur Planet Watch. Un des problèmes auxquels on s'attaque par le biais de notre capteur, c'est le problème de la sécurité des données. Parce que dans la mesure où les données qu'on récolte sont importantes, il faut bien évidemment être sûr de leur provenance. Donc, on travaille sur des techniques de preuve d'origine de données afin d'éviter tout risque que dans notre blockchain puisse être écrit des données qui ne sont pas des vraies données environnementales, mais c'est des random numbers issus de quelques hackers, etc., etc. Donc voilà, ça c'est un petit peu la synthèse des technos.
D'accord. Juste sur la blockchain, tu disais que vous l'utilisiez de deux façons, en tant que registre immuable, mais je crois que l'autre façon de l'utiliser, c'est aussi pour voilà, la rémunération ou l'incitation des citoyens, c'est bien ça? Alors, oui, j'ai oublié un morceau. Alors, on ne parle pas des rémunérations, on rémunère pas les gens pour un travail. C'est un système on peut regarder ça comme un système de points, de points fidélité, on va dire. On donne des points aux gens qui nous aident à nous envoyer des données fiables de façon continue. Donc, finalement, en gérant un capteur, qui est un capteur très simple à gérer d'ailleurs, donc c'est du plug and play. Donc, il faut l'installer, par exemple, sur son balcon, et ça ne demande pas grand-chose. Mais voilà, donc on utilise la blockchain d'une part en tant que registre immuable, d'autre part en tant qu'engin qui permet d'une part de tracer toutes les contributions, parce que tous les flux de données sont envoyés à la blockchain, il y a une trace de chaque flux de données, et donc à chaque flux de données, on va envoyer évidemment les récompenses. Donc c'est un système de comptabilité quelque part très avancé, et un système de registration des données très avancé également, et un système d'émission de points pour faire ça. D'accord. Ok, c'est très clair. Alors là, on est dans une série de questions qui m'intéressent sur finalement la réutilisation des connaissances acquises sur des projets précédents pour aboutir à un produit qui soit plus développé. Et donc Planet Watch en est bien l'illustration. Là, on a beaucoup parlé de technologie, mais est-ce qu'il y a d'autres connaissances qui proviennent directement de finalement de ton expérience, hein. Alors là, on peut penser à d'autres types de connaissances, comme bien sûr connaissances du marché, connaissances peut-être aussi des milieux financiers. Alors je pense aux business angels, je pense aux investisseurs. Est-ce qu'il y a des choses, on va dire, plus qualitatives qui viennent directement de ce que tu as pu faire précédemment dans tes projets précédents? Oui, alors d'une part, je dois dire que je suis très content, très satisfait et très reconnaissant quelque part au système du soutien de l'innovation étatique en France, parce que je trouve que ça devrait être une référence en Europe, ça marche très très bien. Donc c'est un système que je regarde comme une oignon, c'est-à-dire il y a la couche locale basée sur des plateformes qui donnent des prêts d'honneur et des instruments de ce type-là, du soutien local au niveau de banques et au niveau surtout de l'État, des pouvoirs publics locaux. Après, il y a les niveaux régionaux. En région Rhône-Alpes, il y avait ce qu'on appelle l'Innovisi, donc il y a des agences régionales qui interviennent un petit peu plus en aval dans les processus de création, qui font très bien le boulot. Et après, au niveau national, bien évidemment, il y a BPI France qui donne qui aide de façon très importante les entreprises innovantes. Il y a des personnes très capables sur le terrain. Il y a des dispositifs qui marchent. Donc, nous, on a bien profité de ces systèmes, profité dans un bon sens, je pense, parce qu'on a eu du soutien et on a donné les résultats qu'on attendait de nous. Et donc, ma connaissance de ce système-là, bâti dans le temps, évidemment, ça m'a permis d'avoir accès à des instruments qui ont aidé le développement des Planet Watch de façon efficace. Alors donc, quand on crée une entreprise dans un territoire, il est quand même important de connaître un petit peu le contexte. Moi, j'ai vécu en France entre 1999 et 2013 avec continuité, et ensuite j'ai commencé à basculer un petit peu entre l'Italie et la France, quand la pandémie le permet, mais je connais très bien la France. Un de mes enfants est né en France, donc il faut connaître quand même le milieu où on opère. L'autre type de connaissance bâtie dans le temps qui m'a aidé, comme je disais au début, savoir qu'on ne peut pas tout faire, on ne sait pas tout faire, on ne doit pas tout faire, et savoir quand même choisir ses collaborateurs avec un petit peu de flair, on va dire, parce que moi, je ne crois pas trop nous, on n'a pas fait des dizaines d'interviews aux gens avant de choisir les collaborateurs. On a fait quelques visions, ce qui peut sembler très risqué, mais disons, avec l'expérience, on arrive un petit peu à saisir les éléments des personnes. Et finalement, ce qui peut faire le succès d'une start-up, notamment, c'est les personnes. Donc, le plus important, c'est avoir les bons collaborateurs. Ça vient avant l'argent. Parce que si on a un bon projet et si on a une bonne équipe, on peut tout faire.
Si on a l'argent, mais on n'a pas les bonnes personnes, on peut faire des dégâts en général. D'accord. Et là-dessus, est-ce que tu as quelque chose de plus scientifique que de simplement essayer d'avoir du flair pour recruter les bonnes personnes? Est-ce que tu as un bon conseil là-dessus? En principe, je devrais être capable de dire quelque chose parce que j'ai travaillé au CERN aux ressources humaines pendant quelques années. Donc, est-ce que j'ai appris quelque chose d'utile à partager? Alors, ce que j'ai appris au CERN, c'est pas tellement dans la sélection, parce que dans la sélection, je pense qu'il y a des éléments intangibles de flair, j'ose dire, bon, avec évidemment une analyse objective des CV, évidemment, sont très importants. Mais c'est au niveau de la gestion des équipes et des personnes que j'ai essayé d'apprendre quelque chose, parce que c'est difficile. Et il faut, en tant que dirigeant, il faut savoir que tout ce qu'on dit a un impact chez les autres. Pour ça, c'est un point un petit peu plus général de psychologie. Disons que les conséquences de ces mots, de ces comportements sont toujours plus vastes de ce qu'on pense d'un point de vue d'un dirigeant. Donc, il faut faire très attention à que les gens soient valorisés, mais soient tout d'abord écoutés. Et on fait faire évidemment il faut faire l'effort de se mettre dans la situation de l'autre et comprendre qu'il y a des mots un petit peu, peut-être même des blagues peuvent être mal prises. Donc, avant de parler, il faut bien réfléchir et essayer d'exercer toute l'empathie dont on est capable. Alors, très honnêtement, c'est pas mon point fort. Je suis pas un génie là-dessus, mais c'est pour ça que je suis prudent. J'essaie de faire au mieux. Moi, ça me donne l'impression que finalement les apprentissages, ce qui sort de ces travaux, de ces projets innovants, c'est peut-être au moins aussi important qu'un succès commercial en fait. Surtout lorsqu'on est sur des projets qui sont comme ça très risqués, très incertains, le fait d'être capable d'apprendre, d'acquérir des connaissances et de les réutiliser. Ma conviction, et surtout à t'écouter, c'est que c'est bien plus important que simplement un chiffre d'affaires, parce que ce sont des indicateurs un peu plus avancés qu'un succès commercial qui est finalement qu'un indicateur de conséquences. Oui. Alors, il faut faire attention parce que si on gère une entreprise une entreprise traditionnelle, le but, c'est le succès commercial quelque part. Donc, le but, c'est de donner de la valeur à ses actionnaires, donc de bâtir de la valeur financière et commerciale. Il faut pas parfois se faire prendre par l'envie de faire autre chose, de faire une ONG tout en étant entreprise. Donc, il faut avoir les objectifs doivent être clairs. Par contre, il ne faut pas être obnubilé par un succès commercial peut-être éphémère, rapide, qui n'est pas dans la durée. Donc, le succès commercial, c'est quand même le but, mais c'est un but à long terme. Donc, c'est quelque chose qu'on bâtit tous les jours, on va dire. Il faut pas, voilà. Il faut pas que ça devienne une obsession à court terme, parce que cela ne marche pas à long terme en général. Merci pour la précision et puis finalement cette hiérarchisation de, alors je sais pas si on peut parler de valeur, mais en tout cas de focalisation et d'objectif. J'ai une autre série, une dernière série de questions sur tout ce qui est transfert de connaissances en fait. Puisque toi au CERN, tu as été notamment responsable du transfert des connaissances. Chez Innovatix, dans cette entreprise de conseil, c'était une entreprise qui était dédiée à aider les entreprises et les instituts de recherche à tirer parti au mieux de leur potentiel technologique. Et donc, du coup, ma question, c'est, lorsqu'une entreprise dispose d'un savoir-faire particulier, parce que chaque projet développe une technologie ou un savoir-faire, des connaissances, des compétences, quels sont, toi, tes conseils pour bien marketer ces technologies et éventuellement donner envie à d'autres entreprises de les utiliser ? Alors, le transfert de connaissances, c'est quelque chose de très, très important dans la mesure où les connaissances sont ce qui fait la valeur d'une entreprise, notamment d'une entreprise innovante. Donc, il faut partir de la notion que c'est des assets, c'est des valeurs aussi bien que les valeurs financières, la liquidité qu'on a dans une entreprise, voire plus. Après, on peut parler de propriété intellectuelle proprement dite, qui peuvent être incarnées dans des instruments comme des brevets, etc., etc. Alors, je pense que tout en étant
en ayant été le gestionnaire du portefeuille des brevets du CERN, je pense que les brevets ne sont pas tout, et notamment dans des milieux hyper innovants comme la blockchain, l'exécution très souvent prime sur la connaissance même, j'ose dire. C'est parce que parfois il y a des révolutions technologiques où c'est pas difficile autour d'un café de dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Je vais être rapide, mais je vais donner un petit exemple. Je connais très bien quelqu'un qui a une vingtaine d'années et au début de la révolution .com Internet, c'était le moment quand tout le monde disait oui, avec le web, on pourrait faire ça, on pourrait vendre des petits chiens en ligne, on pourrait vendre de ceci, on pourrait vendre cela, on pourrait vendre des nuits d'hôtel, etc., etc. Donc tout le monde en parlait. Il fallait pas être des génies pour voir ça. Alors, je connais quelqu'un qui était les premiers, voire la première, à vendre vraiment pour du vrai des nuits d'hôtel en ligne. Cette personne a monté une entreprise qui a été achetée après quelques années par un grand groupe américain pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, l'exécution est aussi très importante. Mais pour revenir aux connaissances, alors, encore une fois, ça fait la richesse d'une entreprise innovante. Alors, on peut mobiliser des outils de gestion des connaissances avancés en utilisant notamment la sémantique, mais la toute première démarche, c'est de réaliser que les connaissances sont dans la tête des gens. Donc, ça revient à la gestion des ressources humaines. Parce que très souvent, dans les entreprises innovantes, il y a 2 ou 3 têtes, entre guillemets, qui contiennent les connaissances vraiment essentielles. Il faut bien gérer ces ressources-là. Il faut mettre en place, bien évidemment, des processus comme quoi les connaissances sont formalisées, mises par écrit, on va dire, et par les biais des personnes. C'est très important, d'une part, parce que les connaissances sont un patrimoine, et d'autre part, parce que les gens tournent. Donc, personne n'est éternel, personne n'est irremplaçable. Donc, il faut que les nouvelles, ceux qui intègrent l'entreprise, à tout moment, puissent avoir accès aux connaissances des personnes qui ont créé les connaissances. Et les gens, on est tous un petit peu jaloux de nos idées, donc c'est pas toujours évident de convaincre des scientifiques ou en tout cas des innovateurs de formaliser leurs connaissances et les partager avec les autres. Mais évidemment, c'est une démarche très importante. Et encore une fois, dans un contexte où on sait bien gérer ces ressources humaines, cela devient possible de le faire de façon structurée, et il faut faire le plus en amont possible. Il ne faut pas le faire une semaine avant que la personne quitte l'entreprise, par exemple, en disant à propos, il faut que tu écris ça. Ça ne marche pas en général. Et alors, ok, et pour continuer, et une fois qu'on a donc pris conscience et formalisé et donc une bonne vision de ces connaissances, comment est-ce qu'on peut les valoriser pour éventuellement les vendre, alors sous forme de licence, sous forme de droits d'utilisation, etc. Mais comment est-ce qu'on peut le valoriser à l'extérieur? C'est quoi les bons critères ou les bonnes façons de faire pour donner envie aux autres d'utiliser une technologie qu'on aurait développée en interne? Oui, alors parfois, c'est pas une question facile à répondre, parce que voilà, il y a des gens qui croient très fort dans les secrets industriels à tout coup et à tous les coups. Et dans mon expérience, il faut bien savoir arbitrer entre garder ses connaissances, ses savoirs et les propager, parce qu'évidemment, si on est trop prudent, trop protecteur de ses savoirs, les savoirs ne peuvent pas aller germer ailleurs. Par contre, en tant qu'entreprise commerciale, évidemment, on ne peut pas faire des cadeaux aux autres entreprises, mais mon approche personnelle, c'est d'abord comprendre quelle est la valeur de ce qu'on fait et quelles sont ses faiblesses. Donc, j'ai une idée, j'ai une très bonne idée. Qu'est-ce qu'il manquerait pour la faire devenir quelque chose qui crée beaucoup de valeur? Peut-être c'est des ressources financières. Alors, je peux essayer de chercher des partenaires qui ont plus de ressources que moi, des partenaires fiables, ou de chercher moi-même d'engager les ressources. Parfois, c'est l'accès à un marché de l'autre côté du monde. Et souvent, c'est pas la peine pour moi d'ouvrir une filiale en Corée, mais il faut trouver des partenaires. Donc, encore une fois, ça revient un petit peu pour moi à l'idée qu'on ne peut pas tout faire, ni au niveau personnel, ni au niveau entreprise parfois. Donc, et encore une fois, ça revient au choix de ses partenaires, donc des personnes. Et finalement, donc, il faut
comprendre quel est le potentiel de ce qu'on fait, les potentiels qui dépassent les niveaux de son entreprise parfois, et bien choisir ses partenaires, mais sans être obsédé par les secrets, à mon avis. Parce que l'obsession par les secrets, à mon avis, ça génère plus de mal que de bien, notamment dans les milieux technologiques dans lesquels j'évolue. Dernière question avant de s'arrêter là. Comment est-ce que toi tu vois la suite de PlanetWatch? Alors évidemment en tant que société, donc de développement de son chiffre d'affaires, de son réseau, mais d'une façon un petit peu plus large et plus ouverte. Quelle va être, comment est-ce que tu vois la contribution de cette société-là au monde, donc à son réseau local, national, international, et finalement pour l'humanité en général? Finalement, quel est l'impact qu'aura PlanetWatch sur le monde? Oui, alors là, on peut parler sans franc parce qu'on parle d'ambition. Alors, mon ambition, c'est de créer quelque chose qui peut devenir, d'une part, une référence mondiale dans certains secteurs de la surveillance de l'environnement. Évidemment, on ne va pas remplacer d'autres acteurs, on ne va pas forcément envoyer des satellites en orbite, on ne va pas remplacer le travail de Copernicus, de l'ESA, etc., par exemple, mais on peut créer des sources de données qui sont complémentaires à d'autres sources de données. Donc, un défi, c'est arbitrer entre le fait d'engager tout le monde, donc de faire de la citizen science, comme on dit, de donner aux gens normaux la possibilité de donner des contributions à un projet quand même scientifique. Donc, nous, pour faire clair, on fait pas participer n'importe quel capteur dans n'importe quelle condition à notre réseau. Donc, nous, on connecte avec notre réseau seulement des capteurs qu'on a nous-mêmes testés dans nos laboratoires. Parce que, voilà, le vrai défi, c'est faire le bon arbitrage sur les coûts des équipements, sur les processus de déploiement, afin que ça reste scientifique, on va dire, mais que ça devienne en même temps populaire, parce qu'en étant populaire, d'une part, on va très vite d'un point de vue entreprise. D'autre part, on rend service aux gens en faisant de l'éducation, en expliquant, en faisant ce qu'on peut faire la citizen science, c'est-à-dire mobiliser des connaissances, mobiliser la compréhension de l'importance des données scientifiques pour sa vie, l'impact direct de la recherche sur la vie des personnes. Donc, l'ambition, c'est d'être d'une part une référence au niveau données, d'autre part, un acteur avec un impact social dans plusieurs pays. Et ça, c'est un petit peu oui, c'est un petit peu, voilà, ça fait déjà beaucoup. C'est l'ambition de PlanetWatch dans le long terme. Voilà, évidemment, on s'appelle PlanetWatch et pas AirWatch parce qu'on ne va pas s'occuper seulement de l'air pour toujours. On est quelque part à l'écoute et on analyse d'autres opportunités, d'autres situations où notre projet et notre mode de déploiement pourraient aider pour mieux étudier des phénomènes qui ont des impacts sur la santé des personnes. Écoute, merci Claudio pour tous ces conseils que tu nous as donnés sur la création et le développement d'une nouvelle activité, d'un nouveau business. On l'a compris avec dans ton cas, une très forte utilisation des technologies et avec une volonté forte de rupture. Mais on le voit à travers tous les exemples que tu nous as donnés, avec un impact quand même très très marqué sur l'environnement, sur la planète, sur la santé. Donc finalement avec un engagement social et sociétal très très fort également. Merci Claudio, je te laisse le mot de la fin si tu veux conclure avec ton propre point de vue. Oui, merci à toi, merci tout d'abord pour l'invitation, pour la possibilité de raconter cette histoire. Alors, je te quitte avec le souhait quand même qu'on puisse bientôt se revoir, qu'on puisse bientôt opérer de façon un petit peu plus normale en France et ailleurs. Donc, avec les souhaits que tout le monde fasse un effort pour protéger sa santé, pour soutenir les chercheurs qui nous aident dans ces moments difficiles. Merci Claudio. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Posez vos questions et parlez-nous des sujets que vous souhaitez écouter dans les prochains épisodes. Si vous voulez partager votre expérience ou si vous connaissez une personne susceptible de le faire,
contactez-nous directement sur innovector.com. À bientôt et merci pour votre écoute.